Alors j'ai décidé de mettre à profit le confinement pour vous faire une petite série de vidéos sur les femmes artistes que j'aime particulièrement, à commencer par Frida Kahlo. Donc clairement, je vais pas vous faire découvrir une artiste pour cette première vidéo puisque Frida Kahlo est, je pense, l'artiste femme la plus connue au monde. Mais en fait, ce qu'on connaît surtout de Frida Kahlo, c'est sa silhouette qui est devenue tellement iconique qu'il suffit de représenter une couronne de fleurs et un mono-sourcil pour qu'on reconnaisse l'artiste. Et en fait, cette célébrité de son image, de son apparence, elle est en grande partie due au fait que la famille de Frida Kahlo, après sa mort, a vendu son image et son nom, les droits de son image et son nom, à une entreprise qui aujourd'hui est américaine, qui s'appelle la Frida Kahlo Corporation. Une entreprise qui a capitalisé au maximum sur l'image de l'artiste et qui en a tiré tous les produits dérivés possibles. Donc on a de la bière Frida Kahlo, du make-up Frida Kahlo, un filtre Snapchat Frida Kahlo, tous les éléments de décoration possibles et imaginables. Donc en fait, cette Frida Kahlo Corporation a énormément contribué en créant donc, des Barbies, du make-up, des serviettes hygiéniques, des serviettes de plage, à complètement dévoyer l'image de Frida Kahlo, à enlever toute la substance, l'essence de ce qu'était Frida Kahlo, de ce qu'elle représente, de son art et de ses engagements. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour rappeler que Frida Kahlo est un des seuls exemples de représentation du handicap dans l'histoire de l'art. Son œuvre, c'est un témoignage hyper intime, hyper puissant de ce qu'est une vie de souffrance, mais c'est pas seulement un martyr, c'est pas seulement une femme qui souffre, c'est une femme qui a réussi à sublimer ce handicap et cette souffrance, et en ça elle est avant tout pour moi un modèle de résilience avant d'être un super cool déguisement d'Halloween. Frida Kahlo a eu à 6 ans la polio, qui l'a laissée avec une jambe beaucoup plus courte que l'autre, et puisque ça ne suffisait pas, à 18 ans, elle a aussi eu un accident atroce. Son bus s'est craché contre un tramway. Elle a survécu, mais elle avait la colonne brisée, une dizaine d'os brisés. Elle a pu remarcher, mais elle a souffert des séquelles de cet accident pendant toute sa vie. Elle a eu plus de 30 opérations au cours de sa vie. Et en fait, sa situation est allée en s'empirant, et donc avec de plus en plus de souffrance. Elle a été amputée d'un pied à cause de la gangrène, elle a été obligée de se déplacer en fauteuil roulant, puis d'être à la fin de sa vie totalement alitée, et elle a fini par mourir à 47 ans d'atroces souffrances. C'est avant tout cette souffrance et sa vie intérieure qu'elle représente dans ses œuvres, dans certaines œuvres qui sont extrêmement puissantes et auxquelles on ne s'attend pas du tout de sa part, comme celle-ci que j'adore, qui s'appelle Le Cercle et qu'elle a peint l'année de sa mort. Et dans d'autres œuvres qui sont beaucoup plus iconiques, donc on a toujours son visage, ce visage hiératique qui représente absolument pas la souffrance, qui est comme en fait un masque précolombien, comme ces visages extrêmement hiératiques de saints, de martyrs dans l'art religieux. Et en fait, son œuvre fonctionne un peu comme des œuvres religieuses, donc il y a tout un tas de symboles, des symboles qu'elle tire de l'histoire de l'art occidental, de l'histoire mexicaine, de la culture mexicaine, de sa mythologie personnelle aussi. Il y a tout un tas de symboles qu'on peut retrouver et apprendre à déchiffrer pour comprendre en fait ses peintures. Donc entre autres, si je cite quelques symboles, il y a donc toujours ce mono-sourcil en forme d'aile et tous les animaux ailés qui en fait rappellent une citation hyper connue d'elle qui est pourquoi j'aurais besoin de pieds, j'ai déjà des ailes pour voler. Donc il y a tous ces animaux volants, il y a aussi son petit singe qui revient tout le temps, qui représente en fait son alter ego dans les peintures, qui est généralement qui est beaucoup plus expressif en fait qu'elle, et qui est toujours en train de prendre soin d'elle. Donc on retrouve aussi plein de symboles qui viennent de l'art occidental, de l'art religieux, donc les clous plantés dans son corps qui rappellent toutes les représentations de Saint-Sébastien planté de flèches, la couronne d'épines du Christ qui devient un collier d'épines, et en fait elle reprend. Donc c'est un vrai syncrétisme de tout un tas de symboles qui viennent en fait représenter sa souffrance, ses pensées, son monde intérieur. Donc on voit vraiment que en fait elle a développé tout un vocabulaire qui ne se limite absolument pas à la couronne de fleurs. Un autre point aussi qui va
totalement à l'encontre de l'image capitalisto édulcorée qu'on a de Frida Kahlo, c'est son engagement communiste. Elle s'est inscrite au parti à 20 ans, elle a eu une vie militante extrêmement intense, elle a notamment accueilli Trotsky quand il était en exil au Mexique, elle a peint et elle a dessiné énormément d'œuvres qui représentent la lutte, dont notamment cette peinture qui s'intitule très sobrement Paix sur Terre afin que la science marxiste puisse sauver les malades et ceux opprimés par le capitalisme criminel yankee. Voilà. Cette œuvre, elle l'a réalisée en 1954, donc quelques mois avant sa mort, et quelques mois plus tard, donc elle était morte et son cercueil était recouvert d'un drapeau communiste. Donc il y a donc tout cet engagement politique qui va en fait de pair avec son engagement très fort pour la promotion de la culture mexicaine. Et en fait, toute sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer, c'est un statement. Les femmes de son époque et de son milieu ne s'habillaient absolument pas comme ça. On le voit sur toutes les photos d'elle et ses amis, de sa sœur, dans les peintures qu'elle fait de ses proches. Les femmes s'habillaient pas du tout comme ça. Donc tous ces vêtements étaient des choix. Elle porte en fait le costume et la coiffure traditionnelle de la région de sa mère, qui est donc Tehuantepec. Et en fait, dans cette région, les femmes ont le pouvoir économique. Donc c'est un peuple qui est souvent qualifié de matriarcal. Donc en fait, on voit que la couronne de fleurs, les bijoux, les couleurs, les tissus chatoyants, en fait, ce sont en fait des instruments de revendication identitaire. Et donc on voit à quel point leur utilisation par la Frida Kahlo Corporation est problématique, à quel point c'est franchement le meilleur exemple d'appropriation culturelle que j'ai jamais vu. Et enfin, pour terminer, on considère tous Frida comme une icône féministe, mais le marketing l'a tellement vidé de sa substance, l'a tellement aseptisé que je voulais quand même rappeler quelques faits. Frida, c'est une femme qui boit beaucoup, c'est une femme qui fume, c'est une femme qui gueule, c'est une femme qui baise beaucoup, énormément, avec des hommes et des femmes. Elle utilise énormément son apparence, mais c'est toujours pour performer son identité. Donc son identité mexicaine, on l'a vu, son identité de genre aussi. Il y a des photos et des peintures où elle s'habille en homme. Elle avait aussi tendance à beaucoup exagérer sa moustache. Elle n'avait pas du tout une moustache aussi fournie en réalité, donc elle performe son identité. Et elle a aussi peint des œuvres qui sont en fait représentatives d'expériences typiquement féminines et qui n'existent pas avant elle dans l'histoire de l'art, en tout cas pas à ma connaissance. Donc elle a représenté des fausses couches, elle a représenté un féminicide, elle a représenté aussi sur un plan un peu plus positif la masturbation, l'amour lesbien, et ça j'avoue être un peu moins fan, pas trop dans ce délire là, mais le lien mystique que les femmes entretiennent avec la nature, donc leur pouvoir, leur lien avec la nature, les astres, les animaux. Il faudrait peut-être aussi un peu nuancer cet éloge féministe de Frida Kahlo et rappeler qu'elle était mariée à Diego Rivera, qui était un muraliste beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup plus connu qu'elle à l'époque, et qui en fait l'a entretenue pendant une très grande partie de sa vie. Après son mariage avec lui, elle a quasiment arrêté de peindre. Et elle a recommencé uniquement quand elle s'est séparée de lui. Il y a énormément de choses à dire sur leur relation. Parfois, ils sont dépeints comme un couple extrêmement libre, extrêmement moderne, extrêmement avant-gardiste. Parfois, Diego est représenté comme un monstre absolument horrible, toxique, immonde, et Frida, du coup, comme une femme martyre, écrasée par la puissance masculine. La vérité est probablement quelque part entre les deux, et il y a énormément de sources merveilleuses sur ce sujet et sur leur relation. Je vous laisse toutes les sources dans le petit post en dessous de cette vidéo, des sources qui sont parfaitement accessibles en confinement. Et voilà, c'est la fin de cette première petite vidéo sur Frida Kahlo. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à absolument tous vos amis pour soutenir cette extraordinaire vidéo. Merci!